Aubignan, situé au pied du Mont Ventoux et à une trentaine de kilomètres de la ville d'Avignon, est une petite commune dont le centre historique typique de la région ravit tous les amoureux de la Provence. Ce charmant village, d'ordinaire calme et paisible, se retrouve pourtant brusquement investi par les forces de l'ordre en ce 12 octobre 2013. La tension est palpable, l'inquiétude évidente. Car si les policiers sont présents, ce n'est ni pour encadrer un événement sportif, ni même pour procéder à de simples contrôles routiers. Ils sont à la recherche d'une habitante de la commune portée disparue depuis la veille. Cette affaire est d'ores et déjà propulsée au rang de disparition inquiétante. Car la jeune femme, d'une trentaine d'années, n'est pas seulement mariée, entourée d'amis et décrite comme pleinement épanouie. Elle est surtout maman d'un petit garçon de 3 ans, qu'elle aime plus que tout au monde, et sans lequel tous ont la conviction qu'elle ne serait jamais partie. Malheureusement, quelques instants plus tard, la découverte d'un cadavre caché dans le coffre d'une voiture va confirmer les craintes de tout le monde, mettant ainsi au jour l'une des plus sordides affaires criminelles de la région, celle d'une sombre histoire de jalousie entre deux mères de famille qui se soldera par une véritable mise à mort. Héloïse Bagnolini, née le 11 octobre 1983, est une jeune femme qui mène une vie dont beaucoup pourraient rêver au premier abord. C'est une vie simple et modeste, certes, car elle est loin d'être riche, mais elle n'est pas à plaindre non plus. Tous ses rêves de petite fille se sont vus exaucés au fil des années, ce qui fait d'elle une femme profondément heureuse et comblée, qui n'a jamais eu besoin de fortune matérielle pour se sentir bien. Elle habite une coquette maison avec piscine, située à la sortie du village d'Aubignan, dans un cadre particulièrement calme et agréable. Sur le plan sentimental, tout va également pour le mieux. En effet, Héloïse est en couple avec l'homme de sa vie, un trentenaire nommé Alain Castel qu'elle a rencontré 8 ans plus tôt. Les deux tourtereaux filent le parfait amour. Ils sont d'ailleurs les heureux parents d'un petit garçon de 3 ans qui fait le bonheur du couple. Par ailleurs, le poste de cadre qu'occupe Alain dans une puissante entreprise agroalimentaire de la région est suffisamment payé pour qu'Héloïse ne soit pas contrainte de travailler et puisse s'occuper à temps plein de leur enfant afin de lui délivrer la meilleure éducation possible. Évidemment, le fait d'être mère au foyer est loin d'être de tout repos. C'est même un métier à part entière en réalité. Pourtant, ce mode de vie convient parfaitement à la jolie blonde, qui n'aspire qu'à passer du temps avec son fils, s'occuper de sa maison et gérer son foyer. Héloïse est de toute façon bien plus à l'aise chez elle qu'à l'extérieur. C'est une maman extrêmement attachée à sa famille, mais plutôt réservée et timide lorsqu'il s'agit d'interagir avec les autres. Alors, la barrière que forment les murs de sa maison avec l'extérieur, elle ne la franchit que de temps à autre. Elle occupe donc son temps libre entre les courses, les trajets entre l'école de son fils et son domicile, quelques moments de calme au bord de sa piscine, ainsi que les différentes activités du quotidien. Mais s'il y a bien un rendez-vous qu'Héloïse n'a jamais manqué, c'est celui de la sortie de l'école. Elle vient y récupérer son petit garçon tous les jours, sans exception. Tous, sauf ce vendredi 11 octobre 2013, où pour la première fois, le personnel de l'école maternelle se trouve obligé de prendre en charge le fils d'Héloïse et d'Alain, alors que tous les autres enfants sont déjà rentrés chez eux depuis bien longtemps. Au bout d'un moment, ils se rendent à l'évidence. La maman ne viendra pas, et décide de contacter Alain, qui est encore au travail, pour le prévenir qu'Héloïse ne s'est pas présentée à la sortie de l'école. Alain s'alerte après cet appel, à juste titre. Il connaît bien sa femme et sait qu'il ne peut s'agir ni d'un oubli ni d'un acte volontaire. Se pourrait-il qu'elle se soit blessée à leur domicile? Qu'elle ait fait un malaise? Ou qu'elle soit pour une raison ou une autre dans l'incapacité de se déplacer? De nombreux scénarios se bousculent dans sa tête. Son premier réflexe consiste tout de même à tenter de joindre Héloïse sur son téléphone portable. Mais personne ne décroche. L'angoisse monte d'un cran pour le père de famille, qui décide de quitter son travail plus tôt que prévu et de rentrer chez lui en trombe. Seulement, une première surprise attend Alain devant le domicile familial, lorsqu'il constate que la voiture de sa femme ne s'y trouve pas. Or, s'il est certain d'une chose, c'est qu'elle n'est pas allée chercher leur garçon à la sortie de l'école. Où peut donc bien se trouver Héloïse?
Un premier élément de réponse se situe peut-être à l'intérieur de la maison dont la porte est fermée à clé. En se rendant dans leur chambre à coucher, Alain réalise que tous les effets personnels de sa femme ont disparu. Leurs 2 valises sont elles aussi introuvables, tout comme les vêtements d'Héloïse. Tout semble indiquer que la jeune mère de famille a décidé de tout quitter sur un coup de tête. Mais pour Alain, cette idée d'un départ précipité est tout simplement inconcevable. Il a l'impression d'être en plein cauchemar. Complètement paniqué, dans l'incompréhension la plus totale, il saisit son téléphone pour appeler Sophie, la mère d'Héloïse. Très vite, c'est le branle-bas de combat général dans la famille d'Héloïse. Tous s'accordent sur un point. Elle n'aurait jamais fui le domicile conjugal en abandonnant son fils, la prunelle de ses yeux. Alors pourquoi serait-elle partie? Malgré les nombreux appels de sa mère, de son frère et de sa sœur, la jeune femme ne donne toujours aucun signe de vie. En fait, son téléphone portable ne sonne même pas. Tous ceux qui tentent de la joindre tombent directement sur sa messagerie. Et ce n'est vraiment pas bon signe. L'incompréhension est totale. Et les proches d'Héloïse réalisent qu'ils ont besoin de l'aide des forces de l'ordre s'ils veulent retrouver la jeune maman le plus rapidement possible. Alertés, les gendarmes ouvrent aussitôt une information pour disparition inquiétante. La brigade de recherche de Carpentras, qui est chargée de l'enquête, commence par passer le domicile d'Alain et Héloïse au peigne fin. C'est là qu'ils espèrent trouver davantage d'indices, puisque c'est le dernier lieu connu où se trouvait Héloïse, afin de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Et surtout, déterminer si la jeune femme a quitté le foyer de son plein gré, ou si quelque chose de bien plus grave aurait pu se dérouler entre les murs de la maison. Malheureusement, l'état dans lequel est retrouvée la salle de bain les oriente immédiatement vers cette seconde hypothèse. Le pommeau de douche est cassé en 2, comme si on l'avait utilisé pour taper extrêmement fort sur quelque chose ou quelqu'un. En plus de cela, des traces de sang sont prélevées au sol. Ces traces, qui semblent avoir été grossièrement nettoyées, ne se trouvent pas seulement dans la salle de bain. En effet, en les suivant minutieusement, les enquêteurs réalisent qu'elles dessinent un chemin jusqu'à la porte d'entrée. Ceci également est une très mauvaise nouvelle. Une analyse ADN est immédiatement ordonnée pour déterminer si ce sang est celui d'Héloïse, ce qui laisserait présager le pire. Mais il peut aussi s'agir du sang de quelqu'un d'autre. Un homme ou une femme qui, avec un peu de chance, serait déjà enregistré dans les fichiers des autorités et qui permettrait de faire rapidement avancer l'enquête. Le suspense sera de courte durée en ce qui concerne ces prélèvements. C'est bien le sang d'Héloïse qui vient d'être retrouvé sur ce qui semble à présent être le lieu d'un crime, qui, finalement, ne dévoile pas tant d'indices que cela. Simplement, après quelques recherches, les agents chargés de résoudre cette disparition découvrent qu'étrangement, Héloïse et Alain avaient justement été cambriolés quelques semaines plus tôt. Les gendarmes se demandent si les cambrioleurs n'auraient pas pu revenir pour kidnapper la jeune femme après un cambriolage qui aurait également servi de repérage. D'autant que sa voiture, elle aussi, a disparu. C'est une idée. En revanche, cela ne concorde pas avec le fait que les valises et les vêtements d'Héloïse restent introuvables, et que rien d'autre dans la maison n'ait été dérobé. Même si l'on peut supposer qu'il s'agisse d'un enlèvement maquillé en départ volontaire, cette piste ne convainc définitivement pas les enquêteurs qui restent pour le moment concentrés sur leur principal objectif: retrouver la jeune mère de famille avant qu'il ne soit trop tard. Car ce qui est certain, c'est qu'Héloïse a été agressée à son domicile, et que la mise en scène orchestrée dans la maison n'était qu'un leurre ayant pour but d'empêcher l'ouverture de l'enquête criminelle. On ne déploie pas des effectifs de police lorsque quelqu'un décide simplement de tout quitter et de partir sans rien dire à personne. Et cela, le coupable le sait très bien. Il reste de l'espoir cependant. Héloïse est peut-être blessée, mais le signalement de sa disparition a été rapide, et les heures qui suivent peuvent être décisives. Mais qui est cette personne qui s'en est prise à Héloïse ? Et pour quelle raison ? Il est encore trop tôt pour apporter la réponse à ces questions pourtant cruciales. Pire encore, pour l'heure, impossible de savoir si Héloïse Bagnolini est encore en vie. Les enquêteurs se démènent pour retrouver Héloïse, mais ne parviennent pas à relever la moindre trace de la jeune femme,
ni de sa voiture qu'il recherche partout. Ils sont dans l'impasse la plus totale, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel pour le moins inattendu, le 12 octobre 2013, soit le lendemain de la disparition d'Héloïse. C'est un homme qui les contacte, un collègue plus précisément, car l'auteur de l'appel est officier de police judiciaire. Il n'est pourtant pas de la région et ne connaît personnellement aucun des enquêteurs de l'affaire. Il ne semble pas concerné de près ou de loin par cette affaire. Cependant, il possède des informations à propos de la disparition d'Héloïse. Et pas des moindres. Il affirme que la jeune mère de famille serait malheureusement décédée. Et qu'il est même en possession du nom du coupable. En réalité, ce policier a lui-même reçu un appel de son cousin un peu plus tôt dans la matinée. Ce dernier, tout en essayant de garder son sang-froid, explique au téléphone que sa fille vient d'arriver chez lui et qu'elle lui a avoué avoir fait une grosse bêtise. Elle est responsable de la mort d'une femme et à présent, elle a besoin de l'aide de son père pour brûler sa voiture et faire disparaître les preuves de sa culpabilité. Nul doute que son père comprend tout de suite qu'il s'agit de la pauvre Héloïse Bagnolini, car toute la région est en ce moment même en train d'être ratissée à sa recherche. Manque de chance pour la coupable, son père a tout de suite la bonne réaction en refusant de se rendre complice du crime de sa fille. Au lieu de cela, il décroche son téléphone et la dénonce à son cousin policier. Non seulement pour se protéger lui-même ainsi que le reste de sa famille, mais aussi pour que sa fille assume la responsabilité de ses actes, au lieu d'alourdir encore plus les charges qui vont être retenues contre elle. Cette jeune femme qui s'accuse du meurtre d'Héloïse Bagnolini a un nom. Elle s'appelle Jessie Travaglini. Grâce à cet appel, les policiers sont en possession d'une information essentielle. La localisation de la voiture dont Jessie Travaglini voulait se débarrasser avec l'aide de son père. Car bien que la jeune femme affirme être coupable d'un meurtre, les enquêteurs conservent le mince espoir qu'Héloïse ne soit pas encore décédée. Les policiers foncent jusqu'à l'endroit où est supposée se trouver la voiture d'Héloïse. Elle est garée dans une impasse, devant la maison d'un voisin, à quelques centaines de mètres seulement de son domicile. Malheureusement, il est bien trop tard pour la pauvre Héloïse, qui est retrouvée ligotée dans le coffre de sa propre voiture. Elle est décédée depuis déjà de longues heures. En attendant les premiers retours du médecin légiste, il faut à présent chercher à comprendre dans quelles circonstances. Et surtout, pourquoi celle qui s'accuse de ce meurtre a décidé d'ôter brutalement la vie d'Héloïse. À première vue, Jessie Travaglini semble au-dessus de tout soupçon. La jeune femme de 27 ans, mariée à un entraîneur de rugby, est tout comme Héloïse, mère de famille. Douce, sensible, mère dévouée, Jessie est aussi une grande et très jolie blonde qui n'a jamais laissé personne indifférent. D'ailleurs, elle n'est pas totalement inconnue des habitants de la région, car par le passé, elle s'était inscrite au concours de Miss Vaucluse auquel elle était arrivée première dauphine. Évidemment, être passée si près de son rêve sans parvenir à décrocher le titre tant convoité n'a pas été simple. Mais Jessie n'a pas un tempérament à se laisser abattre par une défaite, et aussitôt, elle est allée de l'avant. Elle fait la rencontre de celui qui sera son futur mari pendant l'été 2001, alors qu'elle n'a que 16 ans. Bien qu'il ait 5 ans de plus, le jeune homme tombe immédiatement sous le charme de Jessie. La relation est tout de suite très forte entre les deux amoureux. Jessie est d'ailleurs tellement amoureuse qu'elle confie aussitôt à sa sœur qu'elle vient de rencontrer celui qu'elle épousera. Le couple se marie effectivement quelques années plus tard, avant d'avoir la joie de devenir parents avec la venue au monde de leur petit garçon. Nous sommes 5 ans avant la mort d'Héloïse, et rien dans la vie de Jessie ne pourrait laisser penser que dans quelques années à peine, elle sera coupable du meurtre d'une autre mère de famille. À cette époque, elle n'a même pas encore connaissance de l'existence d'Héloïse. Mais cela ne saurait tarder. Car si personne ne le remarque, il y a pourtant bien une ombre au tableau. Elle concerne Jean-François, le mari de Jessie. Souvenez-vous, l'homme est entraîneur de rugby. Cela signifie que quasiment tous ses week-ends se passent au stade à encadrer les matchs ou à coacher l'équipe qu'il dirige. Désireuse de passer du temps avec son mari, Jessie l'accompagne systématiquement avec leur fils, au point qu'elle soit autant connue que son époux sur le terrain. Tous la décrivent comme une épouse dévouée et une très bonne mère. C'est vrai qu'au départ, ce mode de vie ne la dérange pas. Mais bien vite, la passion excessive de son mari pour le rugby, qui prend une place conséquente dans la vie de famille, excède Jessie.
Le couple commence doucement mais sûrement à battre de l'aile, avec ce rythme de vie qui le divise. Ce qui pousse Jessie à s'investir corps et âme dans son nouvel emploi. Elle vient en effet de décrocher un poste de directrice des ressources humaines dans une multinationale spécialisée dans la fabrication de soupes en briques. Cette même entreprise où, justement, travaille aussi Alain Castel, le mari d'Héloïse. Jessie est une travailleuse acharnée, qui ne compte pas ses heures et qui donne son maximum pour réussir. Elle a toujours eu le désir de monter les échelons, ce qui fait d'elle une salariée sérieuse et extrêmement motivée, appréciée par tous ses collègues également. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ses collègues, surtout masculins, la remarquent. Avec son physique particulièrement attirant, son assurance et sa prestance, elle attire tous les regards dans les bureaux de la société. Attirer l'attention, c'est quelque chose que Jessie aime tout particulièrement. Elle met d'ailleurs tout en œuvre pour ce faire, s'habillant de façon plutôt sexy. Elle aime être admirée par le sexe opposé. Si ses collègues masculins sont plutôt heureux de la voir arriver au travail le matin, ce n'est malheureusement pas le cas des femmes de l'entreprise qui trouvent Jessie aguicheuse et provocatrice. Mais ce ne sont pas les bavardages et les rumeurs qui vont arrêter Jessie. D'autant plus qu'elle vient de jeter son dévolu sur son très convoité supérieur, Alain Castel lui-même. Le mari d'Héloïse qu'elle croise souvent au détour des couloirs, puisqu'ils travaillent tous deux au service des ressources humaines. Il est vrai qu'Alain est aussi très bel homme, mais c'est surtout le numéro 2 de l'entreprise, ce qui signifie qu'il a du pouvoir. Et cela, c'est très loin de laisser Jessie indifférente. Bientôt, les collègues de Jessie et d'Alain remarquent de fréquentes allées et venues dans leurs bureaux respectifs. Des rendez-vous secrets qui se multiplient au fil des jours et qui ne laissent plus aucune place au doute. Jessie Travaglini et Alain Castel, qui ont tous les deux une famille, entretiennent une liaison extra-conjugale sur leur lieu de travail. Dans 3 ans à peine, Héloïse, la femme d'Alain, sera sauvagement assassinée par Jessie. Le schéma du crime commence déjà à se dessiner aux yeux des policiers, qui continuent leur enquête de personnalité sur Jessie. Mais d'ordinaire, dans ce genre de triangle amoureux qui finit mal, c'est plutôt la femme bafouée qui cherche à se venger, et qui s'en prend à la maîtresse de son mari, ou alors au mari lui-même. Alors, comment la relation entre Jessie et Alain a-t-elle pu s'envenimer au point que la jolie blonde en vienne au meurtre ? C'est ce qu'il va falloir découvrir en allant trouver, sans tarder, la principale intéressée et seule suspecte du meurtre d'Héloïse, Jessie Travaglini. Les forces de l'ordre viennent de découvrir le cadavre d'Héloïse Bagnolini. La suspecte numéro 1 dans ce meurtre n'est autre que Jessie Travaglini, la collègue de son époux, Alain Castel. Les gendarmes ont rapidement compris ce qui se jouait derrière tout ça. Une sorte de rivalité amoureuse. Là où ils butent en revanche, c'est que le crime n'a pas été commis par la bonne personne. Normalement, c'est la victime de l'infidélité qui est virulente à l'égard de celle qui a fait tourner la tête du mari. Or, dans ce cas, c'est l'inverse. Et pour bien comprendre, les autorités toquent à la porte de Jessie Travaglini. Cette dernière se trouve chez son père, prostrée sur le canapé du salon lorsque les forces de l'ordre viennent l'interpeller. Face aux gendarmes, menottes au poignet, Jessie ne tarde pas à avouer qu'elle est effectivement la personne responsable de la mort d'Héloïse Bagnolini. Seulement, elle tient à livrer sa version des faits, car elle affirme avoir été piégée par la mère de famille et n'avoir agi qu'en état de légitime défense. Ah, finalement, cela s'avère plus compliqué que prévu pour les gendarmes. Jessie admet par ailleurs qu'elle entretenait bien une liaison extra-conjugale avec Alain Castel, le mari d'Héloïse, depuis déjà 3 longues années, et justifie cette relation en expliquant qu'elle n'était plus heureuse avec son mari. Certes, un certain nombre de leurs collègues avaient remarqué leur petit manège et étaient au courant du fait que leur relation allait bien au-delà du cadre professionnel. Mais ni la femme d'Alain, ni le mari de Jessie ne soupçonnaient l'infidélité de leur conjoint. C'est du moins ce que croyaient les 2 amants, car Jessie affirme que dans la nuit du 10 au 11 octobre, vers 2h du matin, elle aurait reçu un SMS envoyé par la femme de son amant en personne, Héloïse Bagnolini. Le SMS ne peut malheureusement plus être présenté aux enquêteurs pour attester de la bonne foi de Jessie, car celle-ci l'a effacé, pour éviter que son mari ne tombe dessus. Mais elle se souvient très bien des mots employés par Héloïse.
Elle l'informait du fait qu'elle avait découvert la liaison qu'Alain entretenait avec elle, et que pour le bien de leurs familles respectives, il vaudrait mieux qu'elles discutent de la situation face à face. Rendez-vous est ainsi pris pour le lendemain, à 10h30, au domicile même d'Héloïse Bagnolini. Jessie précise qu'elle s'est rendue à ce rendez-vous avec la très bonne intention d'arranger cette situation délicate, et qu'elle pensait que c'était aussi la volonté d'Héloïse. Or, elle raconte aux gendarmes qu'Héloïse avait un plan très différent en tête. Lorsqu'elle arrive chez Héloïse, Jessie comprend que sa rivale n'a en fait jamais voulu s'en tenir à une simple discussion. Elle est agressive, la harcèle de questions, et se montre très vite brutale avec la maîtresse de son mari. Jessie explique qu'Héloïse s'en prend physiquement à elle, et qu'une bagarre éclate. La maîtresse tente de fuir, et trouve refuge dans la salle de bain, mais Héloïse la poursuit. La lutte est extrêmement violente. Jessie se voit mourir. Elle pense qu'Héloïse va aller jusqu'à la tuer. Alors, dans le seul but de sauver sa vie, elle s'empare du premier objet qui se trouve à portée de main, une serviette de bain. Elle parvient à reprendre le dessus et la passe autour de la nuque d'Héloïse en serrant aussi fort qu'elle le peut, jusqu'à ce que sa rivale ne cherche plus à s'en prendre à elle. Malheureusement, avec l'adrénaline, la jeune femme ne contrôle pas sa force et Héloïse Bagnolini ne fait pas que s'évanouir. Elle finit par cesser de respirer, étranglée à mort par Jessie Travaglini. Mais attention, Jessie se défend d'avoir souhaité la mort d'Héloïse à quelque moment que ce soit. Elle s'est retrouvée au milieu d'un véritable guet-apens et n'était qu'en état de légitime défense lorsqu'elle a malencontreusement ôté la vie à Héloïse. Ce n'est que lorsqu'elle aperçoit du sang s'échapper du nez de celle-ci que Jessie prend conscience de la gravité de ce qu'il vient de se passer. Elle prend le pouls de la jeune femme, mais il est malheureusement trop tard. À mesure que l'adrénaline redescend et que le calme se fait autour d'elle, Jessie commence à sentir la panique l'envahir. Au lieu de contacter les secours, comme l'aurait fait toute personne sensée, c'est à cet instant que lui vient l'idée de mettre en scène le départ volontaire d'Héloïse. La jeune femme grimpe à l'étage à toute vitesse. Elle fouille les placards et les meubles, et rassemble les affaires d'Héloïse dans 2 valises qu'elle fourre de vêtements, puis qu'elle jette dans la voiture de sa victime. Jessie va aussi placer le cadavre d'Héloïse dans le coffre, après lui avoir attaché les mains avec des liens. Elle abandonne ensuite le véhicule d'Héloïse 100 mètres plus loin, en prenant soin de choisir un quartier avec peu de passages, composé essentiellement de résidences secondaires. Il lui reste toutefois encore plusieurs choses à faire avant de se disculper entièrement de ce meurtre qu'elle qualifie d'involontaire. En effet, elle doit absolument se débarrasser de l'arme du crime, c'est-à-dire la serviette ayant servi à étrangler Héloïse, sur laquelle se trouvent certainement des traces ADN compromettantes. Jessie jette un sac contenant cette serviette ainsi que d'autres objets dans le Rhône. Seulement, devant les gendarmes, elle va volontairement omettre de mentionner un léger détail concernant le contenu du sac en question. Un détail qui, justement, serait susceptible de décrédibiliser tout le récit qu'elle est en train de livrer, et qui aura une importance de taille par la suite. Les enquêteurs n'en sont cependant pas encore à ce stade. Ils viennent tout juste d'apprendre que le soir même du meurtre, Jessie devait participer à une petite fête avec des amis. Malgré ce qu'il venait de se passer, la jeune femme s'est bien rendue à cette soirée, très certainement pour ne pas éveiller les soupçons de ses proches en cas d'absence. D'ailleurs, une fois interrogés, les participants de la soirée affirment que, bien que Jessie ait eu l'air d'être un peu ailleurs quelquefois, aucun signe ni changement de comportement n'aurait pu les alerter. La jeune femme avait l'air tout à fait naturelle, souriante et chaleureuse, loin de l'attitude qu'aurait pu adopter une personne qui viendrait juste de tuer quelqu'un alors qu'elle n'en avait pas du tout l'intention. Le lendemain, aux alentours de 9h du matin, Jessie a pris la route pour se rendre chez son père afin de lui demander son aide pour se débarrasser de la voiture, mais aussi du cadavre d'Héloïse. Voici donc comment Jessie Travaglini se retrouve en garde à vue, interrogée par les gendarmes sur cette sordide affaire de meurtre. Ceux-ci, après avoir entendu la version donnée par Jessie, s'interroge à juste titre sur plusieurs points cruciaux. En effet, si Jessie n'a jamais eu l'intention d'assassiner Héloïse, comme elle le prétend, pour quelle raison n'a-t-elle pas eu le réflexe d'appeler les secours une fois Héloïse évanouie? De plus, s'il ne s'agissait que d'un geste de défense, pourquoi être allé au point de tuer Héloïse? Car ce qui est certain, c'est qu'on n'étrangle pas quelqu'un à mort au bout de quelques secondes seulement.
ou en tout cas sans constater que la personne asphyxiée ne réagit plus. Par ailleurs, il faut avoir le dessus sur son adversaire pour pouvoir le maîtriser. Or, Jessie affirme qu'elle ne cherchait qu'à sauver sa vie. Pourquoi donc ne pas s'être tout simplement enfuie de la maison d'Héloïse dès lors qu'elle a réussi à la maîtriser? Le rapport du médecin légiste ne fait qu'accroître les doutes des gendarmes, car il certifie que la personne qui a étranglé Héloïse a dû maintenir une pression extrême pendant au moins 7 minutes. Pas une, ni deux, mais bien 7 très longues minutes. Héloïse ayant rapidement cessé de se débattre, ce laps de temps aurait largement permis à Jessie de fuir l'altercation. Aux yeux des enquêteurs, il semble résulter de cette scène une véritable volonté de tuer, plutôt qu'un état de légitime défense, comme l'affirme Jessie depuis le départ. Et un nouvel élément porté à la connaissance des gendarmes renforce un peu plus leur conviction que la belle chargée des ressources humaines ne leur a peut-être pas dit toute la vérité. Jessie Travaglini reconnaît le meurtre de sa rivale Héloïse Bagnolini. En revanche, elle clame haut et fort qu'elle n'a fait que se débattre suite à une agression de la femme qui était prête à lui ôter la vie. Elle aurait donc agi en état de légitime défense. Sauf que les gendarmes, au regard des éléments en leur possession, ne croient pas du tout la jeune femme. Et ils ne se basent pas uniquement sur leur intime conviction pour déduire cela. Il y a un élément qui pèse lourd dans la balance et qui discrédite les dires de la suspecte. Il s'agit de l'étude de la téléphonie de Jessie. Elle avait en effet certifié qu'Héloïse lui avait envoyé un SMS pour lui donner rendez-vous chez elle et discuter de sa relation adultère avec son mari. Or, l'analyse des relevés téléphoniques prouve formellement qu'Héloïse n'a jamais envoyé aucun SMS à Jessie. Il s'agit donc d'un mensonge. Héloïse Bagnolini n'a pas invité la maîtresse de son mari chez elle. De plus, Héloïse avait fait part à sa famille de sa volonté d'avoir un second enfant avec son mari. Ce qui est assez étonnant de la part d'une femme victime de tromperie. Si elle avait réellement su qu'Alain était infidèle depuis plus de 3 ans, aurait-elle réellement eu envie de ce projet de bébé? C'est très peu probable. En tout cas, sans jamais avoir au moins évoqué l'infidélité de son époux. Jessie aurait plutôt inventé cette histoire de message pour justifier sa venue chez Héloïse. Et cela pose la question de savoir si elle n'aurait pas en réalité prémédité le meurtre de sa rivale bien à l'avance. Et c'est un point important qui est en jeu ici. En effet, non seulement Jessie s'est rendue chez Héloïse de son propre chef et sans avoir eu le moindre contact avec elle, mais en plus de cela, on découvre qu'elle avait posé un jour de congé quelques semaines à l'avance pour cette journée précise du 12 octobre. Un seul jour de congé, celui du meurtre. Comme si cela ne suffisait pas, 3 semaines avant le meurtre, Jessie s'est présentée chez un marchand d'armes situé à 1 heure de route de son domicile pour faire l'acquisition d'un taser électrique. Elle aurait tout à fait pu l'acheter près de chez elle, car il y a des commerces de ce type situés à proximité. Mais elle a volontairement choisi une boutique très éloignée d'Aubignan afin d'être le plus discrète possible. Ce taser fait partie des objets retrouvés dans le sac dont Jessie s'est débarrassée. Elle était donc bien en sa possession lorsqu'elle est allée rendre visite à Héloïse. Il devient dès lors de plus en plus difficile de croire à la version du piège tendu par Héloïse et de la légitime défense clamée par Jessie. Un congé posé le jour du crime, l'achat d'un taser, des mensonges et de lourdes incohérences. Après analyse de tous les éléments, il apparaîtrait plutôt que Jessie se soit rendue chez sa rivale afin de régler ses comptes avec elle, et qu'elle ait ensuite cherché à brouiller les pistes. L'audition d'Alain Castel, le mari d'Héloïse et amant de Jessie, va peut-être faire pencher la balance. Car l'homme est tout de même au cœur de ce fait divers tordu. Il est donc essentiel qu'il soit aussi entendu par les gendarmes. Alain confirme lui aussi qu'il entretenait bien une liaison avec Jessie Travaglini, sa collègue de travail, depuis un peu plus de 3 ans. Mais selon lui, derrière son visage d'ange et de mère parfaite, Jessie est en fait une manipulatrice malsaine, prête à tout pour obtenir ce qu'elle désire. Il ne croit pas non plus au scénario décrit par Jessie, car d'après lui, Héloïse n'était pas du tout au courant de son infidélité. D'ailleurs, Alain clame haut et fort que Jessie aurait fait de lui sa cible, et qu'elle aurait été à la limite du harcèlement pour le faire céder à ses avances. Pour preuve,
Il montre au policier des photos à caractère érotique que Jesse lui envoyait très régulièrement sur son téléphone portable, alors que lui n'avait, au départ, nullement l'intention de tromper sa femme. Seulement, Jessie est une très belle femme, et Alain a de plus en plus de mal à se refuser à elle, tandis qu'elle insiste et met tout en œuvre pour le faire craquer. Petit à petit, sa volonté de rester fidèle à Héloïse, sa femme, s'émousse. Alain, extrêmement attiré par Jessie, finit par céder à ses avances. Il ajoute toutefois que dès le début de cette relation, sa conscience le travaille énormément, car il est amoureux d'Héloïse. Il ne s'en cache pas devant Jessie, à qui il répète qu'il ne quittera jamais sa femme. Le pacte est conclu de cette façon entre les deux amants, car de son côté, Jessie ne souhaite pas non plus se séparer de son conjoint. Mais alors qu'il continue de retrouver Jessie dans le parking pour avoir des rapports réguliers avec elle, Alain se dit rongé par la culpabilité. Seulement, l'homme est devenu sexuellement dépendant de Jessie Travaglini, incapable de se décider à quitter sa femme ou sa maîtresse, et afin de se donner meilleure conscience, il décide d'établir une sorte de charte de bonne conduite, une liste de règles qui, selon lui, cadrera leur relation. Bon, clairement, Alain Castel face aux gendarmes est en train d'essayer de sauver ce qu'il peut de sa réputation. Il aurait tout à fait pu éviter d'entrer dans une relation adultère dès le départ, aussi attirante Jessie puisse être. Cela aurait même peut-être sauvé la vie de sa femme qu'il aime. Quoi qu'il en soit, il a décidé de mettre en place un code de bonne conduite, ce qui est assez ironique dans ce contexte. Quoi qu'il en soit, la première de ces règles de bonne conduite est celle-ci. Les deux amants peuvent aller jusqu'au préliminaire, mais dorénavant, il n'y aura plus d'acte de pénétration. De cette façon, Alain estime qu'il ne trompe pas réellement Héloïse, et il peut ainsi continuer à voir Jessie. Je ne vous citerai pas l'adage que beaucoup ont eu en tête au moment où j'ai dit cette phrase. Il refuse aussi dorénavant qu'il se retrouve ailleurs que dans un hôtel ou une voiture. Jessie accepte le contrat bien malgré elle. En réalité, elle n'a pas le choix. Car si elle refuse de se plier à ces nouvelles règles, ce sera la fin de leur liaison. Une perspective que la chargée des ressources humaines n'est pas prête à accepter. Mais plus les semaines passent, moins cet accord lui convient. Jessie est de plus en plus obsédée par son supérieur. Elle devient moins patiente et bien plus insistante, passant même parfois des heures à attendre Alain devant son bureau ou à le harceler au téléphone. Et lorsqu'Alain, Héloïse et leur fils prennent une semaine de vacances dans une station de ski, Jessie et sa propre famille se retrouvent par le plus grand des hasards dans cette même station aux mêmes dates. Alain décide alors qu'il est temps de mettre un terme à cette relation obsessionnelle. Certes, son attirance pour la sulfureuse Jessie est toujours présente, mais cette liaison de plus en plus malsaine le convainc finalement, après plusieurs années, à choisir son couple, car il réalise soudain qu'il aime sa femme et son fils plus que tout, et que ses choix pourraient bien lui faire perdre ce qu'il a de plus cher. Seulement, Jessie est visiblement tombée folle amoureuse de lui. C'est justement pour cette raison, et pour fuir celle qu'il définit comme une tentatrice, qu'Alain prend une décision drastique. Il va bientôt quitter la région avec Héloïse et leur fils, ainsi que la société dans laquelle il travaille avec Jessie. Ainsi, il espère se donner toutes les chances de se remettre dans le droit chemin, et de se concentrer réellement sur sa famille. Jessie, après avoir appris la nouvelle, lui répond « Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire ». Quelques semaines plus tard, le cadavre d'Héloïse est retrouvé dans le coffre de sa voiture. Grâce à la déposition d'Alain Castel, les gendarmes ont à présent la conviction que Jessie Travaglini a prémédité le meurtre de sa rivale, Héloïse Bagnolini, car elle représentait le seul obstacle entre elle et son amant. Selon eux, Jessie a commencé à réfléchir à la façon d'assassiner Héloïse de longues semaines avant le meurtre. Elle a posé un jour de congé pour le jour du crime et est allée acheter un taser pour paralyser sa victime, et s'est rendue au domicile d'Alain et d'Héloïse sans prévenir personne. Elle savait qu'elle serait seule, car leur fils était à l'école et Alain dans son bureau, et les gendarmes vont encore de découverte en découverte, car ils recueillent un témoignage donné par les collègues de Jessie qui en dit long sur la personnalité de la jeune femme. Il semblerait en fait que Jessie Travaglini n'ait pas eu qu'Alain comme amant. Avant lui, elle avait jeté son dévolu sur un autre salarié de l'entreprise, un homme marié lui aussi, et qui avait fini par succomber au charme de Jessie. Interrogée, la femme de cet homme confirme la liaison qui a existé entre Jessie et son mari.
Elle explique que c'est Jessie elle-même qui a pris contact avec elle et qui a proposé de la rencontrer pour discuter de la situation. Mis en parallèle avec l'histoire dramatique d'Héloïse, cette révélation fait froid dans le dos. La femme du collègue infidèle poursuit son témoignage. Elle explique que Jessie et elle se sont retrouvées dans un café et que la jolie blonde n'est venue que pour se vanter d'être bien plus belle, plus jeune et plus forte qu'elle. Avec arrogance, Jessie lui a affirmé que son mari lui appartenait à présent et qu'il était inutile d'essayer de le récupérer. Un discours qui a laissé son interlocutrice bouche bée et choquée. Pour autant, le collègue et amant de Jessie a très vite mis un terme à cette liaison. Un échec que la directrice des ressources humaines a eu beaucoup de mal à digérer, alors que d'ordinaire, tous les hommes sont à ses pieds et qu'elle a toujours ce qu'elle veut. Jessie ne peut accepter que l'histoire se répète avec Héloïse, ce qui la pousse à faire le pire des choix possibles, supprimer définitivement sa rivale. Jessie Travaglini est mise en examen pour assassinat en décembre 2014, environ un an après le meurtre d'Héloïse. Elle encourt dès lors la peine maximale, la prison à perpétuité. La famille d'Héloïse, ainsi qu'Alain, espèrent tous obtenir enfin des explications concernant le meurtre. Mais Jessie, arrogante et détachée, ne fait preuve d'aucune compassion envers les proches de sa victime. Elle continue à soutenir la thèse de la légitime défense, comme elle l'avait dit aux gendarmes lors de sa première audition. Sauf que les mensonges à répétition de Jessie Travaglini, ainsi que les rapports des experts qui passent à la barre, pointent dans une seule et même direction: le meurtre avec préméditation. Au bout de 3 jours de procès, cependant, le verdict est légèrement différent de celui attendu. Jessie n'est reconnue coupable que de meurtre, sans préméditation retenue. Ceci est dû au fait que Jessie Travaglini s'est rendue chez Héloïse avec le fameux taser acheté quelques semaines auparavant. Le taser a effectivement pu lui servir à paralyser Héloïse. Mais ce n'est cependant pas considéré comme étant une arme létale, au contraire d'un couteau ou même d'une arme à feu. Jessie ne s'étant pas rendue armée chez Héloïse, elle n'est donc pas accusée d'y être allée avec l'intention de la tuer. Jessie Travaglini est toutefois condamnée à la peine maximale en ce qui concerne l'homicide volontaire. Elle écope de 30 ans de prison. 30 années pendant lesquelles elle ne verra pas grandir son fils, qui, tout comme le petit garçon d'Alain et Héloïse, a tout perdu à cause d'une obsession fatale. Voici pour cette affaire française de rivalité amoureuse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « amour » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye.